Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire vraiment complexe. Les accusations très graves contre Sean Diddy Combs, une figure incontournable du hip-hop. Pour en parler, on s'appuie sur des documents judiciaires, les plaintes civiles, l'acte d'accusation fédérale, et aussi des témoignages importants comme celui de Cassandra Ventura. Notre but, c'est de comprendre un peu mieux la nature de ces allégations, leur contexte. Alors, juste pour préciser, M. Combs, lui, plaide non coupable pour les charges criminelles et il nie tout dans les poursuites civiles. Et attention, certains détails pourraient être difficiles à entendre. Oui, et c'est vrai que ce qui frappe d'emblée, c'est le contraste saisissant entre l'image publique, qu'il a construite, le mania du hip-hop, le self-made man récompensé, et la gravité, l'étendue des faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. Des faits qui couvriraient plus d'une décennie. C'est vraiment cette dualité qui est au cœur de l'affaire. Absolument. Alors commençons peut-être par les allégations de Cassandra Ventura. Sa plainte, déposée en novembre 2023, a fait beaucoup de bruit. Elle décrit une relation qui commence quand elle était très jeune, 19 ans. Lui en avait 37, déjà très puissant forcément. Elle parle d'une dépendance forte liée à son contrat avec Bad Boy Records, son label, et surtout d'un contrôle qu'il aurait exercé sur toute sa vie en fait. Oui, un contrôle total, selon ses dires, et qui se serait accompagné, d'après les documents, de violences physiques, répétées. Sur 10 ans, on parle de coups, de blessures, yeux ou beurre noir, lèvres éclatées. Les documents suggèrent aussi qu'il y avait des tentatives pour, masquer tout ça. L'isoler dans des hôtels, la couvrir de cadeaux après les violences, une stratégie présumée pour garder le contrôle et le silence. Hmm. Et parmi les accusations, il y a celles qui sont particulièrement troublantes, ce que les documents appellent les freakouts. Alors, de ce qu'on comprend, ce seraient des rencontres sexuelles forcées avec des travailleurs du sexe masculin, pendant que Combs regardait, se masturbait et filmait. Elle raconte un sentiment d'humiliation terrible et l'usage de drogues, ecstasy, kétamine, pour tenir, pour se dissocier de ce qui se passait. C'est ça. Et ces descriptions, elles sont directement liées aux accusations formelles de trafic sexuel. C'est basé sur des lois fédérales et étatiques. Et ce qui est notable, c'est le rôle présumé de son entourage, de ses employés. Organisation des voyages pour les travailleurs du sexe, préparation des lieux, même les paiements en cash, parfois importants, on parle de milliers de dollars. Et même la fourniture de drogue, de lubrifiants, des éléments qui auraient été saisis lors des perquisitions d'ailleurs. Donc ça suggère que ce n'était pas juste une affaire privée, mais quelque chose de potentiellement organisé, impliquant son staff. Exactement. Et c'est là qu'on arrive à l'acte d'accusation fédérale et cette notion de racket la loi RICO. L'accusation parle d'une entreprise Combs. En gros, l'idée c'est qu'il aurait utilisé les moyens, les employés de ces sociétés Bad Boy Entertainment, Combs Enterprises, pour faciliter et couvrir toute une série d'activités criminelles. Donc le trafic sexuel, mais aussi des actes de violence, de l'intimidation, obstruction à la justice, c'est très large. D'autres exemples de cette violence, de cette intimidation sont mentionnés. Oui, oui. Les documents citent par exemple l'explosion de la voiture de Kid Cudi, apparemment après que Combs ait appris qu'il s'intéressait à Ventura. Il y a aussi l'incident de violence dans un hôtel en 2016, celui qui a été filmé, et la tentative présumée d'acheter la vidéo et le silence de la victime pour 50 000 dollars. Sans oublier les armes. Un véritable arsenal saisi lors des perquisitions chez lui, y compris des fusils d'assaut type AR-15 dont certains avaient semble-t-il les numéros de série effacés. Tout ça, mis bout à bout, ça dessine une bataille juridique absolument énorme. On parle de plus de 70 poursuites civiles fin 2023, début 2024, et le procès pénal fédéral qui arrive en mai 2025, avec des avocats très connus des deux côtés d'ailleurs. Tout à fait. Et au-delà du juridique pur, cette affaire, elle résonne énormément avec tout le mouvement #MeToo. Évidemment, ça pose des questions cruciales sur la responsabilité dans l'industrie de la musique, sur ces dynamiques de pouvoir complètement déséquilibrées et sur cette culture du silence qui semble parfois protéger les personnalités très puissantes, malgré les rumeurs, malgré les signaux. Donc en résumé, on a un tableau très sombre. Des accusations d'abus personnels graves qui seraient en plus intégrées dans ce qui est décrit comme une véritable entreprise criminelle organisée et qui aurait duré des années. Voilà. Et ça nous laisse avec une question de fond qui dépasse le verdict final quel qu'il soit. Comment un système présumé d'abus, de contrôle, a-t-il pu potentiellement exister et durer aussi longtemps autour d'une personne aussi connue ? Qu'est-ce que ça dit sur les structures de pouvoir, sur la loyauté, peut-être mal placée, et sur la responsabilité collective dans ces milieux créatifs et du divertissement ? C'est une question qui reste ouverte.